samedi à 17h contre Brest. Et l'Olympique Lyonnais a une préparation un petit peu compliquée, mais en tout cas, le programme de préparation était très bon selon moi, puisqu'il y a eu une montée en puissance et nous avons affronté des top clubs, dont les deux meilleurs clubs du championnat du Portugal, ça il faut le dire. Donc franchement, c'était un bon programme de préparation avec un nouveau coach qui est Peter Bosz. Tout ne s'est pas passé comme prévu, mais c'est peut-être le lot aussi de toutes les avant-saisons. Tous les clubs n'ont pas les meilleures avant-saisons possibles. Ça ne présume en rien de ce qui va se passer probablement pour le début de saison, mais quoique nous avons quand même eu des pistes, on ne va pas se mentir. Alors, cette avant-saison, avec Peter Bosz comme nouveau coach, c'est 7 matchs en 21 jours, ce qui est quand même un rythme très très soutenu. On a eu des joueurs qui sont arrivés de l'académie, qui ont intégré le groupe professionnel, qui ont pu être jugés par Peter Bosz. Et puis, on avait d'autres joueurs qui revenaient de sélection, notamment de l'Euro, et certains qui sont partis aux Jeux Olympiques. Guimarães, Paqueta a fait la finale de la Copa América, donc il n'a pas fait du tout la préparation avec Peter Bosz. Et puis, on a eu quelques départs aussi. On a eu le départ de Joachim Andersen qui est parti du côté de Crystal Palace, Melvin Barr qui est parti du côté de l'OGC Nice, et puis Gian Lucas qui est parti du côté de Monaco, mais lui il a fait toute la préparation avec l'Olympique Lyonnais. Alors 7 matchs en 21 jours, donc rythme très soutenu avec un stage au milieu, mais j'en parlerai un petit peu, un stage à Murcie en Espagne. 18 buts marqués pour l'Olympique Lyonnais, 11 buts encaissés. Une clean sheet, simplement, c'était face à Villefranche. Et oui, c'était face à Villefranche. Ce qui a évidemment inquiété, c'est ce nombre de buts encaissés, mais j'y reviendrai un petit peu après. 3 premiers matchs, on les a fait contre Bourg-Péronne, notre club satellite, Villefranche, et puis Wolfsburg, qui est un très bon club du championnat allemand, puisque qualifié pour la Ligue des Champions, mais lui aussi avait un nouveau coach. Alors ça, c'était les matchs avant le stage à Murcie. Et il avait décidé, Peter Bosz, de convoquer pas mal de jeunes de l'académie, puisque c'était dans ses prérogatives, un petit peu, quand il est arrivé, c'était d'utiliser au maximum les jeunes de l'académie. Il a fait venir des Bradley Barcola, des Lukeba, des Keita, des Bossiwa, et mine de rien, sur ces 3 premiers matchs, eh bien, ça a été plutôt une réussite. Même une très belle réussite, puisque tous ces jeunes-là se sont illustrés. Et il faut le dire, voilà, ils ont montré de très belles choses, ces jeunes. Il y a eu aussi la mise en avant de quelqu'un qu'on connaissait déjà un petit peu par le passé, c'est Flo da Silva, puisqu'il a débuté sous Rudy Garcia. Lui, il a été aligné au milieu de terrain, il a été aligné dans un milieu de terrain à 2, et les rencontres qu'il a faites étaient franchement intéressantes contre des équipes comme Bourg ou Villefranche, finalement, des équipes à son niveau, parce qu'il est encore très jeune et il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu chez les pros. Et on a eu l'avènement de Malo Gusto sur l'aile droite en tant que latéral droit. Ça, c'est, je pense, un petit peu la vraie nouveauté. C'est qu'on parlait beaucoup de Malo Gusto l'année dernière en disant, pour certains, que j'appelle le FC Twitter, qui nous disait que Malo Gusto, c'était le remplaçant idéal de Dubois, qu'il était bien meilleur que Dubois, etc. etc., etc. Donc, il a été testé par Peter Bosz, parce que je pense qu'il avait vu des belles choses à l'entraînement. Peut-être qu'il y a eu aussi une certaine pression du directeur sportif. Il n'a pas eu la réussite escomptée. Malo Gusto, on y reviendra peut-être un petit peu après. Il a eu des grandes difficultés, notamment à défendre, et pour un latéral droit, c'est un peu compliqué de ne pas savoir défendre. Il a monté des belles aptitudes de contre-attaquant, mais voilà, c'est un petit peu, pour l'instant, je dirais pas abouti. En tout cas, ses premiers pas sont non aboutis, et pourtant, il y a de l'envie, il y a des intentions. On a eu Paul Hersbeck dans les cages, puisque Anthony Lopez n'était pas encore revenu de ses vacances. Alors, Anto Lopez qui a été perturbé, je pense, par la rumeur André Onana, qui n'est toujours pas arrivé à l'Olympique Lyonnais à l'heure où je vous parle, mais cette rumeur insistante avec la priorité qui a été donnée au recrutement de Onana, ça c'est un petit peu aussi particulier, parce que donner la priorité de recruter un gardien qui est certes un très bon gardien, on a l'occasion unique de l'acheter pas cher puisqu'il est dans sa dernière année de contrat, il connaît Peter Bosz.
On nous dit que c'est l'un des 5 meilleurs gardiens du monde, mais il a des conditions particulières puisqu'il est suspendu, etc. etc. Et puis, Anthony Lopez, qui est un petit peu l'enfant du club, l'enfant de l'académie, ancien membre des Bad Guns, qui a quand même sur les 5 dernières années, été un grand gardien. Il y a eu des passages à vide, évidemment, parce que notre équipe n'était pas aussi irréprochable. Il n'y avait pas que lui, il y a eu des polémiques sur ses sorties, etc. Et puis là, qu'on lui mette dans les dents qu'il va être mis en concurrence avec André Onana, moi je le dis, la concurrence avec les gardiens, moi je n'y crois pas trop. Il doit y avoir une hiérarchie très clairement établie, et probablement que si Peter Bosz a fait des pieds et des mains pour recruter Onana, c'est pour le mettre titulaire à la place de Anthony Lopez. Donc évidemment, je pense que les vacances ont mal dû se dérouler pour Anthony Lopez, et voilà, c'est ce que je voulais déjà vous dire oui, je vous parlais de Paul Hersbeck. Paul Hersbeck a été titularisé dans les cages et pas très rassurant, que ce soit dans son jeu au pied, où il semble avoir plus d'aptitude en tout cas qu'Anthony Lopez, mais c'est pas non plus l'assurance touriste. Moi, je m'interroge toujours du recrutement de Paul Hersbeck. On avait Tatarusanu avant qui était vexé de ne pas être titulaire, mais je pense que Tatarusanu, qui est aujourd'hui le gardien remplaçant du Milan AC, était au-dessus de Paul Hersbeck. Paul Hersbeck, c'est un bon gardien, mais c'est pas ce qu'il nous faut, je pense, dans un club comme le nôtre. Donc voilà, je ne sais pas quel est son avenir, puisqu'on a aussi Malcolm Barcola qui est numéro 3 aujourd'hui. Donc tout va être un petit peu, toute la hiérarchie va descendre, et il va falloir probablement dégraisser. Mais c'est un coup d'arrêt un petit peu pour Anthony Lopez, d'ailleurs, qui n'a pas fait une excellente préparation, en tout cas bribe de préparation, puisqu'il n'a pas été là toute cette préparation. Mais en tout cas, les matchs qu'il a joués ensuite ont été un petit peu compliqués, mais pas que de sa faute, encore une fois, parce que le secteur défensif a été aux abois, mais j'y reviendrai. Je fais un petit peu trop loin pour l'instant. Alors, c'était aussi l'arrivée d'un nouveau coach, c'est une nouvelle philosophie qui se met en place. Forcément, quand il est arrivé, Peter Bosz, il a tout de suite dit, moi je veux jouer offensif, un jeu attractif. Quand on part du stade, qu'on se dise, waouh, j'ai vu un centre de dingue, un but de fou, c'est ce qu'il a dit, hein, très clairement. Il veut un jeu de possession. Il veut du ginger pressing. C'est le contre-pressing, vous perdez le ballon, vous avez 5 secondes pour le récupérer parce que vous êtes bien mis en place, etc. Oui, bah ça c'est aujourd'hui, c'est ce que demandent des Guardiola, c'est ce que demandent des Tourelle, etc. Donc ils demandent un petit peu le jeu d'un Guardiola, d'un Tourelle, même d'un Barça de Guardiola à l'époque, avec cet Olympique Lyonnais-là qui, en termes de recrutement, a recruté Enrique. Gratuitement, venant de D2 brésilienne en tant que latéral gauche. Et puis en recrutant Damien Da Silva. Alors Damien Da Silva, je vous en ai pas parlé, mais il n'a pas beaucoup joué. Il a joué juste un petit peu contre Villarreal. Il a joué contre Villarreal, oui, une mi-temps. Il a joué contre Villefranche titulaire. Pareil, lui, il était venu dans la hiérarchie. Bon, on a beaucoup de défenseurs centraux. Où est-il? Est-ce qu'il vient surtout pour encadrer les jeunes? J'en sais rien. Mais en tout cas, Peter Bosz, il n'a pas eu vraiment, pour l'instant, les mains sur le recrutement. À part Onana où il force pour recruter, voilà, Enrique et Da Silva sont arrivés sans son aval, puisqu'ils sont arrivés avant que notre coach arrive. Donc ça, déjà, je trouve ça très bizarre. Et la parole de Jean-Michel Aulas qui disait en conférence de presse d'avant-saison avec lui, en présentant que le coach aurait de l'argent pour pouvoir faire du recrutement, pour l'instant j'ai du mal à y croire, même si on a encaissé quand même quelques bons chèques, comme je vous ai dit, Joachim Andersen, Gianlucas, Melvin Barr et peut-être Thiago Mendes aussi. Même si Gianlucas, là, il y a eu un imbroglio, parce que apparemment, il voulait, Peter Bosz, plutôt garder Gianlucas plutôt que Thiago Mendes. Et bien malheureusement, il n'a pas eu raison puisqu'il part du côté de Monaco. Donc vous voyez, c'est un peu bizarre quand même ce recrutement. Quand je vous fais cette vidéo, on est le 1er août. Et au 1er août, quand on voit la concurrence, que ce soit Marseille, soit Nice notamment, et on se dit que dans le recrutement, c'est beaucoup mieux. Mais alors, c'est pas géré par eux, c'est des fonds d'investissement qui sont avec eux. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne voit pas la limite un petit peu de ce système économique, de ce système économique de l'Olympique Lyonnais? Ça, c'est une bonne question à se poser, parce que pour l'instant, ça tarde à accélérer sur le recrutement, et le début de la saison, eh bien, il est la semaine prochaine. Donc, c'est pour ça que nous sommes un petit peu
Inquiet. Alors, comme je vous ai dit, ce jeu vraiment de Peter Bosz, il est exigeant. Parce qu'on passe de rien à tout. Même si moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que sous Garcia, ils n'ont rien bossé, qu'ils n'ont rien appris, comme ils veulent bien nous le dire en disant ouais, ça change de tout au tout, etc. Moi, je pense que c'est du pipeau. Voilà, il y avait des choses qui avaient été apprises sous Rudy Garcia. Alors peut-être que tout n'était pas très très bon, mais je rappelle que Rudy Garcia, c'est quand même 76 points, les amis. 76 points en jouant une mi-temps sur deux, c'est quand même un très bon record de points. Alors, bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais attention, donc là, on repart un petit peu de zéro, les joueurs ont l'air un petit peu perdus, donc il faut, surtout quand vous êtes défenseur et gardien, relancer très court, tout le temps très court, etc., pour attirer la défense adverse, le bloc adverse, ensuite jouer dans leur dos. On voit que c'était très compliqué, il y a ce pressing, il y a ces transitions offensives, donc tout se mélange. Peter Bosz, il est arrivé avec l'envie de faire des séances de 90 minutes pour mettre dans les conditions d'un match. Il a eu cette idée ensuite de faire le stage à Murcie, j'y reviendrai juste après. Beaucoup de choses qui changent quand même. Préparation qu'avec le ballon. Ça aussi, ça c'est quelque chose d'assez inédit, en tout cas dans notre club. Alors les joueurs sont ravis, on a de la préparation physique avec le ballon, etc. Mais est-ce que ça va payer? C'est la question aujourd'hui. Alors il y a eu ce match au Groupama Stadium, le dernier au Groupama Stadium d'ailleurs, en préparation contre Wolfsburg. Victoire 4-1, victoire aboutie contre une faible équipe de Wolfsburg, mais qui s'est créé quand même pas mal d'occasions. Il y a eu beaucoup de satisfaction dans ce match-là. Mais aussi beaucoup d'inquiétudes, les premières inquiétudes, notamment dans le pressing, qui a mis les joueurs notamment en difficulté défensive. Alors c'était un 4-3-3 parce que Peter Bosz, il faut se le dire, il est dans un 4-3-3. Voilà, il s'est dit c'est un 4-3-3 et pourtant en interview, qu'est-ce qu'il a dit? Oh bah je m'en fous, 4-3-3, 5-3-2, 4-2-3-1, c'est les joueurs qui font le système, j'en ai rien à foutre, moi ce que je veux c'est des principes de jeu, etc. Il n'a pas forcément tort, mais en tout cas, il n'a pas tenté beaucoup de choses. Donc ce 4-3-3, contre Wolfsburg, c'était Paul Hersbeck, défense centrale, Marcelo Luqueba, Cornet à gauche, à droite Malo Gusto, Cacré, Jean-Lucas et Oussama Aouar au milieu de terrain, et puis une attaque avec Cherki, Dembélé, Karl Toko et Kambi. Ce qui doit sauter aux yeux quand même dans ce match-là, c'est les défauts de concentration par moment qui coûtent très cher, notamment Gianlucas qui fait un râteau dans une zone hyper dangereuse, il perd le ballon, transition offensive et but côté Wolfsburg. Ça, c'était déjà les bribes de ce qui nous a manqué dans cette préparation. On l'a déjà vu contre Wolfsburg. Alors, il y a eu quand même un point positif, des points positifs. Dembélé, de retour en forme. L'envie de rester à Lyon, c'est pas mal. Et vraiment une implication. On lui a donné le brassard, notre amant. Donc, tout ça pour le remettre un petit peu dans le coup. On l'a vu, il s'est montré, il a marqué. Et puis, Malo Gusto, offensivement, qui a été hyper intéressant, qualité de centre, qualité de contre-attaquant, mais alors défensivement, on a l'impression que le garçon n'a jamais défendu de sa vie, en tout cas, je ne sais pas s'il a été vraiment, il a eu une technique défensive, parce qu'il était déjà aux abois. Alors on peut se dire c'est son premier match en tant que titulaire, il y a la pression, etc. Mais on l'a vu après, ça s'est confirmé. C'est un garçon qui va très très vite, qui peut aller vers l'avant, qui a une bonne qualité de passe, de centre, qui est capable de résister d'ailleurs au duel. L'épaule, il est quand même pas mal. Mais il y a quand même beaucoup de lacunes. Et quand j'entendais ces formateurs disant qu'il a été formé dans un poste de milieu ou de d'ailier droit, et qu'il a fallu lui faire comprendre que descendre d'un cran, voilà, c'était peut-être mieux pour l'équipe, etc. C'était difficile à lui faire admettre, et aujourd'hui on comprend pourquoi, parce que je pense qu'il n'aime pas défendre, c'est un garçon qui aime attaquer avant tout. Mais avec Peter Bosz, ça ne va pas se passer du tout comme ça. Et si on s'imagine que ça va être la doublure de Léo Dubois, je pense qu'on peut aussi se poser des questions. Mais c'est un jeune joueur, il vient de commencer. Mais vous savez, aujourd'hui dans le foot professionnel, vous n'avez pas le temps. Il n'y a pas le temps. On ne vous donne pas de temps. Aujourd'hui, il faut être prêt à l'instant T. Il y a très peu d'élus dans le foot professionnel, notamment à l'académie. Donc il faut être prêt. Donc on finit avec ce 4-1 à domicile et on part directement en stage à Murcie pendant une semaine dans des conditions climatiques apocalyptiques. Moi j'avais pas compris, on m'a dit qu'il y avait des bienfaits de partir à la chaleur. Voilà, mais là c'était dans l'Andalousie, 40 degrés, sécheresse absolue, des entraînements intenses, voilà, et puis surtout l'occasion de resserrer les liens de groupe, puisqu'on a vu notamment du karting, tout le monde était content, des Enrique, des Rémi Vercoute
qui se sont un petit peu fait, pas chambrer, mais bisuter, voilà, pour leur entrée dans le groupe. Il y a eu voilà, des moments, je pense, comme ça de vie qui ont été très très intéressants pendant 7 jours. Et puis ils ont travaillé beaucoup la tactique, notamment à base de circuits de passe sur terrain réduit. Alors ça me fait rire parce que Peter Bosch fait beaucoup de terrain réduit et je crois qu'à l'époque, c'était Silvino qui bossait déjà beaucoup sur terrain réduit et ça n'avait pas du tout marché et il avait changé son fusil d'épaule parce que je crois que Juninho lui avait dit écoute mec, il va falloir que tu bosses sur des plus grands terrains. Et là, on voit que Peter Bosch, il rebosse pas mal sur du terrain réduit. Donc, on verra ce qu'il en est. Alors, pendant ce stage à Murcie, il y a eu 2 matchs. Un face à Villarreal, à Murcie ou dans les environs, et un face au Sporting Lisbonne à Lisbonne. Mais on a eu sur ces 2 matchs, alors il y a eu un match nul face à Villarreal et une lourde défaite face au Sporting Lisbonne. Alors on a eu une confirmation des inquiétudes que nous avions, notamment sur les choses à travailler, sur cette animation défensive qui a été extrêmement compliquée. Vraiment, on a beau changer la charnière centrale, changer de latéraux, etc. Ça a été très très difficile. On a vu des latéraux beaucoup trop hauts. On a eu surtout une mauvaise gestion de la profondeur. Enfin, ce match face au Sporting Lisbonne, c'est un épouvantail. J'en ai même rêvé la nuit, c'est pour vous dire. Non, mais pas des conneries. La ligne défensive beaucoup trop haute, aucune coordination. Un Henrique aux fraises, un Marcelo qui est censé être le patron de la défense, je ne sais pas où il était pour placer ses joueurs. Donc bref, des boulevards, vous vous retrouviez avec des 1 contre 1 face à Anthony Lopez, lunaire. lunaire, surtout face au champion du Portugal, meilleure attaque de ce championnat du Portugal. Donc ça fait très très mal. Face à des équipes qui sont rodées, qui ont des entraîneurs depuis très longtemps. Alors, je ne comprends pas. Voilà, il y a des choses incompréhensibles qu'on a vues. Notamment ce Henrique qu'on a vu pas du tout au point. Alors avec un bandage sur le genou, peut-être qu'il était un petit peu blessé, mais le garçon, il va avoir du mal à se mettre dans le bain. Moi, je me rappelle de Fernando Marsal qu'on critiquait, sauf que Fernando Marsal, déjà en valeur intrinsèque de ce qu'on a vu de Henrique et de ce qu'on a vu de Marsal, qui n'était pas irréprochable, Marsal était un petit peu déjà au-dessus de Henrique. Alors, là, je vous fais une analyse vraiment de l'instant T sur du court terme. Je sais qu'il faut voir à très long terme. C'est bien pour ça que je vous ai dit que je jugerais Peter Bosch sur les 10 premiers matchs qu'il aura eu à faire. Je pense qu'il faut le faire comme ça. Mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de faire des constats. Et des constats, de temps en temps, qui sont un petit peu embêtants et inquiétants. Et ce Henrique ne me rassure pas du tout, comme il était prévu au départ, puisque de réputation, Henrique, c'était pas non plus... c'est pas non plus Roberto Carlos. Hein. Donc voilà, on a transféré Melvin Barr. Melvin Barr, que je ne trouvais pas un crack absolu, me paraissait un tout petit peu meilleur que Henrique. Mais bon, vu les JO de Melvin Barr, c'est vrai, on peut se poser aussi des questions. On a vu un Maxwell Cornet, finalement, titulaire dans la tête de Bosch. C'est un titulaire en poste de latéral gauche. Lui, qui est pressenti pour partir. Depuis longtemps, on a souvent dit Maxwell Cornet sur le départ, il est toujours resté. Je pense que Peter Bosch, il aime bien Maxwell Cornet. Il trouve qu'il est intéressant au poste de latéral gauche. Finalement, c'est Rudy Garcia qui avait trouvé cette reconversion pour Maxwell Cornet et le fait qu'il soit placé régulièrement en tant que latéral gauche, c'est intéressant. Il a été placé une fois, je crois, en tant que ailier. Il n'a pas du tout été bon, mais voilà, il l'a remplacé dans son poste de prédilection. On a vu aussi encore une fois que sur ces 2 matchs, Gusto, il avait de l'envie. Malo Gusto, il a de l'envie. C'est bien, c'est bien. Il a de l'envie, il a de la hargne, il a de la détermination, il a des intentions, sauf qu'il ne sait pas défendre correctement. Ça, c'est un truc de fou. Donc, quand des grosses équipes, contre des équipes rodées, ça va faire très 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 mal. Dubois, alors il était de retour aussi dans ce stage à Murcie. Alors lui, il a semblé apporter un petit peu plus de sérénité. Et on a appris d'ailleurs à la fin de la préparation que Léo Dubois allait être le nouveau capitaine de Peter Bosch. Donc ça va en faire grincer des dents certains. Mais force est de constater aujourd'hui que le numéro 1 au poste de latéral droit, ça reste Léo Dubois. Que ce soit avec Genesio, que ce soit avec Garcia, que ce soit avec Bosch, il est indiscutable. Donc je pense que on peut dire ce qu'on veut, qu'il est éclaté, il n'a pas de capacité, il n'a pas de poumon, qu'il est souvent en difficulté quand il s'agit de
ouais, tout simplement d'être performant dans la durée, d'avoir un coffre physique. Mais ça reste la meilleure, je pense, solution sur ce poste de latéral droit. Alors, est-ce que Malo Gusto est vraiment une solution en tant que doublure? Ça, nous sommes en droit de nous poser la question. Et puis, on a vu un autre joueur qui était en très très grande difficulté. L'un des vice-capitaines de cette équipe, un joueur qui a prolongé pour apporter de la sérénité, de la confiance aux jeunes, ben, c'est Marcelo, qui depuis sa prolongation de contrat n'est pas au niveau. C'est simple, il n'est pas au niveau. Tous les matchs qu'il a fait, il a été en très très grande difficulté sur la gestion de la profondeur, sur la passe, sur la relance, sur le placement. Il a marqué quand même. Il a quand même marqué dans le dernier match face à Porto de la tête, mais c'est trop peu pour effacer ce qu'il a fait, c'est-à-dire une très mauvaise préparation, que ce soit face notamment au Sporting où ça a été vraiment criant, et face à Porto aussi. Mais ce match, ce but sauve que très très légèrement ce qu'il apporte, et on est en droit aujourd'hui de se poser la question par rapport à lui. Et surtout qu'un Diomandé, j'ai l'impression qu'il ne progresse plus. En tout cas, dans la hiérarchie, c'est assez flou, surtout pour Peter Bosz. Il avait fait de très bons matchs la saison dernière. Et puis, il y a eu un moment où je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est devenu international ivoirien. Et on a senti que c'était vraiment en anti. Complètement en anti, plus du tout serein. Moi, je me rappelle de ce carton rouge, notamment face à Monaco, qui lui a coupé les pattes. Et là, sa préparation, elle n'est pas dingue. Il n'a pas joué très régulièrement. Quand il est rentré, ça n'a pas été l'assurance tout risque. Il n'a vraiment, vraiment, vraiment pas rassuré. Et moi, j'attends un petit peu de progression cette saison. Où sera-t-il dans la hiérarchie? Ça, c'est une très bonne question. Alors, il y a un point positif quand même dans cette défense. C'est le jeune Lukeba, Castello Lukeba, qui vient de l'académie. 18 ou 19 ans, il me semble, 18 ans. Et on a vu un joueur assez grand, qui rappelle un peu Diakabi par sa gestuelle. Mais on a vu, surtout par rapport à un Marcelo, hein. Castello Lukeba d'ailleurs buteur, je crois contre Bourg-Perona, on l'a vu calme, on l'a vu serein et à l'aise dans la relance, n'hésitant pas à prendre des responsabilités. Alors ce point négatif, c'est qu'il fait toujours sa même ligne de passe, sa passe verticale où il saute une ligne, au bout d'un moment c'est lisible par les défenses adverses et par les joueurs adverses, mais en tout cas, il a été serein. Alors, que vaut-il quand il faut gérer la profondeur? C'est autre chose. On a surtout vu les difficultés de la caravane de Marcelo. Je pense qu'il est un poil plus rapide que Marcelo, mais c'est pas non plus Usain Bolt. Donc il va falloir faire attention. Lui, là où il est intéressant, c'est qu'il est très bien placé. C'est un joueur qui est très bien placé et qui est calme dans ce qu'il fait. Donc ça, c'est important. Je pense que lui, pour le coup, il a gagné des points dans cette préparation. Et s'il a été si souvent aligné par Peter Bosz, c'est qu'il y a quelque chose à jouer pour lui cette saison. Alors bien sûr, Denayer était malade sur le dernier match. Lui aussi, on ne sait pas où il en est physiquement. On ne sait pas s'il va rester, partir, prolonger. Enfin, c'est un flou artistique. Donc, moi, j'ai du mal déjà à voir la hiérarchie dans le secteur défensif, notamment défense centrale. Damien Da Silva, je vous en ai parlé, il a très très peu joué. Alors, il y a aussi un domaine qui a été plus ou moins satisfaisant, c'est le milieu de terrain à 3. Il a trouvé son milieu de terrain, en tout cas dans la préparation. Souvent, ce milieu à 3 avec Gian Lucas, avec Oussem Aouar, Maxence Cacré, ça a été le milieu de terrain, je pense, dans la tête de Peter Bosz qui était le plus intéressant. Mais on n'a pas de Bruno Guimaraes, pas de Paqueta, donc probablement que ce milieu à 3, ça devrait être dès qu'ils seront à 100%, ce serait Aouar, Bruno Guimaraes et Paqueta. Ou alors vous enlevez Aouar et ensuite vous mettez Cacré. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors on sait que Gian Lucas, malheureusement, va partir. Il a testé le jeune Habib Keita, mais le pauvre Habib Keita n'est pas au niveau. Lui aussi, il était en post-formation et c'est compliqué. Il a fait des matchs, par le premier contre Bourg-Perona, qui était correct. Bien sûr, les suivants, il n'a pas été au niveau du tout. Et lui, il a aussi besoin de progresser. Donc, laissons-lui le temps. Voilà, il n'est pas forcément prêt pour tout de suite. Mais on a vu des choses qui ont été un petit peu gênantes. C'est-à-dire qu'en plus, ça fait partie des préceptes de Peter Bosz, c'est ce pressing. Et le pressing n'a pas du tout été coordonné entre les joueurs.
Bien sûr, ça doit partir de devant, et devant, de temps en temps, on avait un pressing intéressant, et puis derrière, ça ne suivait pas, et puis ensuite, vous avez un qui fait le pressing, les autres ne le font pas, complètement désorganisé, de partout sur le terrain. Donc, ça a été un petit peu ce problème, et l'irrégularité du milieu de terrain à 3 m'a paru assez énorme, notamment des pertes de balles dans des zones hyper dangereuses du terrain, pas de maîtrise, et à l'image d'un Maxence Cacré, qui a eu une préparation extrêmement compliquée. Très très difficile. Moi je l'ai trouvé emprunté. Alors bien sûr, lui, je l'ai qualifié de poulet sans tête. Bah oui, parce qu'il dépense énormément d'énergie à presser, à faire les choses, mais quand il faut faire la bonne passe au bon moment, c'est compliqué. Alors, je crois qu'il y a eu une bonne récupération de balles contre Villarreal qui a lancé une contre-attaque et un but. Mais le reste du temps, c'est beaucoup de pertes de balles, des balles latérales, beaucoup de balles en arrière, et puis cette perte de balles contre Porto à la 90e, au lieu de dégager le ballon très très loin, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de dribbler à l'entrée de sa surface, et il se fait avoir. Donc là, lui aussi, il va falloir qu'il progresse, notamment dans sa gestion de l'effort. Il me rappelle un petit peu Lucas Touzard, ça je l'ai déjà dit, mais voilà, poulet sans tête, il court partout, mais il s'épuise. Est-ce qu'il ne fait pas aussi le travail des autres que des autres? Il fait un dépassement de fonction, donc ça le crève. Donc oui, il a du volume de jeu, mais après, il part en lucidité, notamment dans la prise de décision. Mais il n'est pas le seul. Parce que Oussama Aouar, moi, dans le pressing, je ne l'ai pas vu. Il a marqué un très beau but contre le Sporting Lisbonne. Un très beau but aussi contre Villarreal, il faut le dire aussi. Un but, d'ailleurs, moi, j'ai parlé de masterclass, de but d'anthologie. Il était magnifique, ce but. Magnifique, cette reprise de volée plat du pied est exceptionnelle. Exceptionnel, donc il faut le dire aussi. Mais dans le pressing, il n'est pas là. Il n'est pas là, alors lui aussi, il a un instant de départ, partira pas, on n'en sait rien. Il faut que les mecs clarifient leur situation, sinon ça va pas être possible. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce milieu de terrain. Qui agresse, si je dois rajouter quelque chose, c'est vrai que pour moi, il est meilleur en tant que relayeur plutôt qu'en tant que milieu de terrain défensif devant la défense. C'est une évidence. Il est meilleur quand il se projette que quand il reste devant sa défense. On l'a vu contre Porto, c'est compliqué quand il a ce ballon à l'entrée de la surface. C'est pas Verratti Cacré, attention. C'est un bon joueur, un très bon joueur, mais c'est pas Verratti non plus. Alors pour le volet attaque, l'attaque, elle a été quand même irrégulière comme toute l'équipe, mais elle a montré de très 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 belles choses par moment. Dembélé, on l'a vu buteur, on l'a vu passeur aussi. On a vu un bon Toko Ekambi. On a vu un bon Toko Ekambi, capable lui aussi d'être buteur, d'être passeur, quelqu'un qui va très bien prendre la profondeur, qui va aller au pressing. Il est important, et puis il a eu les éloges de Peter Bosz qui a dit qu'il adorait les joueurs intelligents et que Toko Ekambi était ce joueur intelligent. Et moi, je peux que lui donner raison, il est disponible, il prend bien la profondeur, il va bien au pressing, donc il sera important, encore une fois, Toko Ekambi, il est quasiment titulaire dans cette attaque. Et puis on a vu Ryan Cherki. Alors Ryan Cherki, par séquence, très intéressant. On l'a vu partir très bas, notamment contre Villarreal, quasiment dans un rôle de... Dans le milieu à 3, quasiment dans le milieu à 3, on l'a vu assez libre, on l'a vu de droite, gauche, etc. C'est un peu un électron libre. Pressing quasiment inexistant. On a vu notamment contre Porto beaucoup de difficultés, notamment où il s'est fait bouffer en 1 contre 1 contre un joueur comme Francisco Conceição. Un joueur rapide en 1 contre 1, il le fume. C'est-à-dire que sur les premiers mètres, Ryan Cherki, il n'est pas si rapide que ça. C'est un joueur qui est technique, c'est quelqu'un qui va bien fixer ses défenseurs pour décaler ensuite son latéral, mais c'est un joueur à qui il manque quelque chose. On rappelle, ça fait 2 ans qu'il est dans le groupe professionnel. L'un des plus gros salaires du club aussi, donc aujourd'hui ce n'est plus un joueur novice, même à 18 ans. C'est dur à dire, mais c'est le cas. Il faut être un petit peu exigeant, même très exigeant, comme dirait Kylian Mbappé. Vous ne me parlez pas d'âge. Ben, moi, je ne parle pas d'âge pour Ryan Cherki. Donc, par séquence, très intéressant dans sa fixation, ses décalages, mais il manque quelque chose à la finition. Il manque quelque chose dans l'altruisme. Il manque quelque chose dans les bonnes décisions à prendre. On parle de pied droit, pied gauche pour Ryan Cherki. Tout ce qu'il a tenté, c'est parti dans les nuages. Ou alors des frappes de mouche. Donc là, il va falloir lui aussi qu'il bosse énormément sa frappe de balle, qu'il trouve son bon positionnement. Je ne sais pas encore quel est le meilleur poste pour Ryan Cherki. On me dit derrière les attaquants, on me dit ailier, on me dit il n'est pas ailier, je ne sais pas. On me dit peut-être dans un milieu à 3, relayeur, j'en sais rien, je ne sais pas. C'est à Peter Bosz de trouver la meilleure solution avec Ryan Cherki, mais clairement, sa préparation est hyper
irrégulière. Donc voilà, il y a cette question-là à se poser avec Ryan Cherki, puis il y a cette question aussi des coups de pied arrêtés, qui sont pas bons, Ryan Cherki, voilà, des balles en cloche, des balles au 4e poteau. Lui, il va falloir aussi qu'il bosse là-dessus. Vraiment, sa frappe de balle, sa technique de frappe de balle, qui manque cruellement aujourd'hui, il va falloir qu'il bosse. Puis on a eu la rentrée de Islam Slimani, quasiment jamais titulaire. Lui, il a maximisé son temps de jeu puisqu'il a marqué 2 buts et des très beaux buts. Quand il est rentré, il a montré de l'abnégation, de la détermination, du sens collectif. Il a apporté de la précision dans ce qu'il a fait. Moi, je trouve qu'il a été intéressant dans sa mobilité. On cherche aujourd'hui un 9 mobile, mais franchement, est-ce que le 9 mobile, c'est pas Islam Slimani? En tout cas, il y a un vrai choix à se poser, vraie question à se poser pour Peter Bosz sur le titulaire en poste de numéro 9. Les rentrées de... Et si c'est à la méritocratie, Islam Slimani prétend à un poste de titulaire en tant que numéro 9, je vous le dis. Donc on verra bien ce qui va se passer. Alors ce dernier match hier face à Porto, on a eu, comme je vous ai dit, des inquiétudes défensives encore plus criantes, même si Peter Bosz a dit après le match qu'il avait vu des meilleures choses que contre le Sporting. Ok, moi je ne les ai pas vues, mais les inquiétudes défensives ont été confirmées. On avait une ligne défensive avec Marcelo, Luqueba en défense centrale, Cornet à gauche, Gusto à droite. Énormément d'occasions concédées, de déchets techniques, de pertes de balles, dans des zones clés, toujours. Donc on n'a pas l'impression qu'il y ait une progression par rapport à ça. Et pourtant, j'imagine qu'on a bossé la vidéo, qu'on a rappelé les principes, mais ce n'est toujours pas intégré. C'est peut-être aussi dû à l'obsession du coach de relancer court. Ça, à un moment donné, il y a des moments où tu dois balancer devant. Il faut arrêter de s'obséder à vouloir relancer court. Quand tu n'as pas les joueurs avec la capacité technique à le faire, dans un premier temps, tu essaies de parer au plus pressé. Donc voilà, je ne comprends pas. C'est un jeu qui est aujourd'hui inadapté aux joueurs en présence. Voilà, tout simplement. Et surtout qu'on est au début de la saison et que les joueurs ne sont pas rodés. C'est comme ça. Le constat est implacable, c'est décevant, mais c'est comme ça. On a vu hier, par exemple, qu'une perte de balle, ça occasionne quasiment systématiquement un tir adverse ou surtout une facilité avec une ou deux passes à être dans les 30 derniers mètres adverses, ce qui n'est pas acceptable au plus haut niveau. On peut penser à Marcelo qui fait une relance directe dans l'axe, on peut penser à Cacré qui perd le ballon à la 90e à l'entrée de sa surface de réparation. C'est pas acceptable. On a vu encore une nouvelle fois que Malo Gusto, il savait pas défendre. Voilà, il savait pas défendre, malheureusement. Il n'a pas cette technique de défense. Il a été d'ailleurs remplacé par Dubois. Cacré, il ratisse, mais il perd lucidité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La vraie petite satisfaction finalement sur la défense, ça a été, et notamment les contre-attaques, c'était Maxwell Cornet. 3 passes décisives. Et des très belles passes décisives. Et lui, vraiment, si je dois donner quelque chose de très positif sur Maxwell Cornet, c'est qu'il a progressé dans sa qualité de passe. Il a toujours centré dans les bonnes zones. Il a provoqué le penalty, c'est vrai. Il aurait dû se maîtriser, etc. Mais il a couvert notamment Luqueba. Mais c'est quelque chose d'évitable. Bien sûr, il y a des choses perfectibles. On a vu un Maxwell Cornet faire des pertes de balles un petit peu bêtes. Mais en tout cas, il est prêt physiquement. Même si là, je crois qu'il était blessé en fin de match. Donc j'espère que ce n'est pas trop grave. On verra en tout cas. Parce qu'il faut le vendre peut-être lui aussi. Mais dans l'idée de Peter Bosz, Maxwell Cornet est peut-être son latéral gauche le plus solide. Et mine de rien, il sait défendre. Il sait attaquer. Il semble avoir progressé là-dessus. Je ne suis pas en train de vous dire que Maxwell Cornet, c'est Roberto Carlos. On connaît ses limites. Mais il faut savoir reconnaître qu'il a progressé dans cette capacité de centre. 3 passes décisives, ce n'est pas anodin dans un match. Coup de pied arrêté, et attaque placée, et transition. Donc excusez du peu quand même, c'est plutôt pas mal. Et on a vu à la 90e minute que le mec était toujours au top pour pouvoir tacler. Donc ça, c'était quelque chose de plutôt positif. Luqueba, lui, semble avoir été quand même avoir légèrement surnagé dans cette défense centrale par rapport à Marcelo. Ça, c'est aussi plutôt positif. Alors si on doit, les gars, je vais vous faire un tout petit, on va faire les plus et les moins de cette préparation, puisqu'on arrive à 35 minutes de vidéo, et vous voyez, c'est un bon bonus. Point positif pour moi, Luqueba, Karl Toko Ekambi, l'envie de Dembélé,
la qualité de centre de Maxwell Cornet et sa condition physique, et puis Islam Slimani. Pour moi, c'était les choses les plus positives dans cette avant-saison de l'Olympique Lyonnais sur ce mois de préparation, sur ces 21 jours.